Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. Moi, je crois fondamentalement à la notion d'influence parce qu'en fait, elle existe depuis la nuit des temps. Ce qu'on appelle des leaders d'opinion. En fait, les gens oublient ça. Il y a toujours eu des leaders d'opinion. Je veux dire, ça existait déjà sous la Renaissance, etc. Des gens qu'on écoute, des gens qu'on suit. Ils m'ont présenté Dadju parce qu'il travaillait sur le lancement de sa marque de streetwear Username. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marie-Sabine Leclerc. Elle vient nous raconter son nouveau métier, publiciste. Marie-Sabine est passée par des maisons de luxe comme Louis Vuitton, Longchamp ou encore Bonpoint, à la gestion de talents urbains comme Dadju ou Franglish. Elle nous raconte dans cet épisode son métier et les enjeux pour les artistes d'être entourés par un publiciste. Marie-Sabine, bonjour. Bonjour Cyril. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien, hein, je confirme. Toujours. T'es rayonnante, super bien. Alors, Marie-Sabine, on se connaît depuis quelques années, on va le dire pour nos auditeurs. À peu près une dizaine d'années. Hein, on a travaillé ensemble à l'époque où tu étais responsable du marketing international de Longchamp et de la communication. Donc, on s'occupait, nous, des réseaux sociaux et de l'influence à l'époque. Et voilà, et on ne s'est pas quitté depuis. Absolument. Dans différentes vies et aventures. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses nous raconter un peu ton parcours, qui est quand même très riche, très divers quelque part, parce que c'est des belles maisons et tu vas nous raconter. Tu nous dises aujourd'hui ce que tu as fait et après on ira vers ce que tu fais aujourd'hui. Avec grand plaisir. D'abord, merci de me donner la parole, Cyril. Écoute, en fait, j'ai eu on va dire, 3 vies. Alors, la première, ça a été une longue expérience, plus de 10 ans dans l'univers des parfums et cosmétiques, où j'ai eu des fonctions de direction communication internationale. J'insiste là-dessus parce que j'ai toujours eu un parcours à l'international. Ce qui m'a permis aussi d'avoir une vision, une culture sur le monde, en fait, et qui font aussi la personne que je suis aujourd'hui. Ensuite, je suis passé dans le monde de la mode et des accessoires avec donc différentes très très belles maisons et des maisons familiales dont Longchamp, période où on s'est rencontrés, Cyril, puisqu'on a ensemble justement mis en place plein de choses qui étaient formidables. Plus récemment, de tout ce parcours, je suis devenu ce qu'on appelle publiciste, un peu à l'américaine. Ça, tu vas nous expliquer, voilà. Parce que c'est un terme très anglo-saxon, américain, peut-être mal connu des fois des Français, hein, mais tu vas nous en dire un peu plus. Donc tu es publiciste aujourd'hui, donc tu as complètement changé d'univers. Exactement, mais en fait ça a du sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui je gère l'image dans son intégralité de personnalité, donc ce qu'on appelle des talents, issus soit de la musique, soit de l'image, donc du cinéma ou des séries, et je les accompagne en fait dans tout ce qui n'est pas artistique. Donc pour compléter, les aider dans leur image, relations publiques, contrats éventuellement avec des marques. Et c'est un métier en fait que j'ai appris quand j'étais chez Coty. Puisque à l'époque de Coty, nous étions les premiers à lancer des marques célébrités. Donc il y a eu Jennifer Lopez, Céline Dion et des très jolies aussi marques autour de couturiers, notamment les parfums Vivienne Westwood qui hélas nous a quittés récemment. Et c'est à cette époque que j'ai vraiment compris comment ces personnalités devaient être toujours accompagnées avec un petit peu des bras droits de l'ombre, qui sont des gens discrets mais qui sont là toujours pour pouvoir les aider en fait dans les choix, dans leurs décisions, dans les relations publiques, dans les relations presse. Stratégie d'influence aussi. Et de tout ça, en fait, j'en ai fait un métier aujourd'hui et que j'adore, en fait. Ben oui, je vois ça. En tout cas, on se voit régulièrement, on va rien cacher aujourd'hui. Ah oui. Et effectivement, c'est un métier qui est très américain quand même, parce que moi, c'est ce que j'appelle un peu peut-être de la production, je sais pas si c'est le mot qu'on doit utiliser, mais c'est, comme tu le dis très bien, c'est l'accompagnement de toute la personnalité de ce talent. Tout à fait. Or, talent premier qui peut être la musique, le cinéma ou bien le sport, hein, il peut y en avoir dans d'autres univers.
et donc tu finalement gères un tout petit peu leur image, leur positionnement aussi, parce que ça peut aller très loin, peut-être même dans le stylisme. Je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles tu interviens. En fait, c'est vraiment un rôle de conseil, c'est un petit peu comme un chef de cabinet, je dirais. Ouais, si on devait trouver un mot plus classique, en fait, et c'est pour ça que le mot n'est pas vraiment traduit. C'est un poste, par exemple, j'ai beaucoup appris d'un des plus grands publicistes américains qui s'appelle Paul Wilmot, donc qui accompagnait Jennifer Lopez, Mariah Carey, et que j'ai rencontré à l'époque où toujours Coty ont lancé les parfums. Et donc à chaque fois que nous allions présenter le projet, la stratégie com, marketing et tout, il était toujours dans les réunions. Et en fait, c'est pas l'attaché de presse, c'est pas le producteur, c'est pas le manager. Et en fait, il était là pour valider, en fait, tout ce qui était présenté pour savoir si, finalement, en projetant Jennifer Lopez, par rapport à elle, dans sa globalité, les choses étaient cohérentes. Comment on peut donner du sens? Et en fait, c'est ça qui, aujourd'hui, accompagne mon travail. Et l'autre facette, pour compléter, c'est que, évidemment, fort de ces talents, je peux moi-même aussi travailler au service des marques, en toute discrétion, pour trouver pour eux, je dirais, la bonne égérie, le bon accompagnement, qui peut être aussi une stratégie plus globale, mais dans lequel le fait d'entrer dans l'ADN de la marque et trouver la bonne personnalité en phase, c'est un métier. C'est vraiment un métier. C'est pour ça que je ne prends pas le mot d'agent pour moi. Je ne suis pas là pour signer des contrats. C'est qu'une partie du métier. C'est une partie de l'accompagnement que peut avoir un talent. Absolument. C'est plus un chef d'orchestre, qui va coordonner différents experts, j'imagine. Tout à fait. Des managers, des agents, des producteurs, selon les univers, et que tu vas mettre en scène pour correspondre à l'image de ton talent sur lequel tu accompagnes. Et puis je pense que ta connaissance des marques aide beaucoup côté marque et côté talent pour savoir quel positionnement peut matcher avec un talent et une marque. Est-ce que ça marche bien les deux parce que tu connais les valeurs de marque et tu sais lire, j'imagine, une plateforme de marque. Oui, j'en ai écrit plusieurs même. Et aujourd'hui, ce qui est de plus en plus rare dans le métier de la com, c'est de savoir lire ce genre de documents. Oui, tout à fait. Parce que tout est marqué là, quoi. Mais c'est ça que j'aime vraiment dans ce métier, c'est finalement, je dirais qu'il n'y a jamais de hasard quand on parle de nouveaux métiers. En fait, c'est pas une reconversion, c'est que c'est dans la suite logique des choses, parce que finalement, dans toute cette carrière, d'abord, j'ai toujours adoré travailler sur les plateformes de marque. Ça, pour l'avoir fait, ça tu le sais, vraiment un gros travail sur Longchamp pour rajeunir, un énorme travail aussi, même chez Vuitton. À l'époque, on réinstallait l'idée du voyage, les city guides. J'ai travaillé sur l'arrivée de l'art, justement, dans les boutiques en ouvrant le premier espace galerie, avant l'arrivée de la fondation, et chez Bonpoint, où il fallait vraiment retravailler toute l'offre aussi, un gros travail. Et je dirais, le fait d'avoir tout ce parcours du côté des marques et des maisons, dans des groupes avec des complètement internationaux, me permet, de l'autre côté, de pouvoir mieux comprendre ce qu'on appelle un brief, en fait. Un dialogue, en fait. Et de pouvoir comprendre que la marque a pas forcément parfois les mêmes attentes que l'agent, et que moi, justement, je dois être un peu le trait d'union, en fait, comme une éponge. Facilitateur. Et pour ceux qui me connaissent, c'est que je suis quelqu'un qui met beaucoup l'humain aussi au cœur de mon métier. Et en fait, c'est pour ça que j'aime ce métier, parce qu'il y a beaucoup d'humains. Il y en a beaucoup, finalement. Je travaille aussi avec des êtres humains. Donc, pour le coup, c'est pas une marque, mais c'est une personnalité en tant que telle, quoi. Absolument. Avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et ses fragilités. Bien sûr. Faut pas l'oublier. Et c'est là où aussi j'ai un rôle un petit peu d'accompagnement aussi parfois. Voilà. On est disponible. On est toujours H24 disponible. C'est ça. Pour le coup, quand même. C'est différent, mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, nous, côté agence, quand on veut faire appel à des artistes, des fois, pour, on va dire, des campagnes d'influence, on n'est pas dans le milieu du cinéma ou de la publicité, mais on est vraiment dans ce milieu-là. Et c'est vrai que des fois, selon l'interlocuteur qu'on a en face ou qu'on a en contact, que ce soit la maison de disques, que ce soit le producteur, le manager, le copain du copain des fois on ne sait pas ce qu'ils font les gens, mais c'est de se dire aussi que des fois en fonction de l'entrée qu'on a nous, ça biaise un peu le sujet. Et on aimerait avoir des gens comme toi derrière chaque artiste, parce que ça ferait le sens, et ça ferait le décodage, et ça ferait on perdrait moins de temps des fois aussi sur des discussions pour se dire non, là ça correspond pas, ou c'est pas, alors que des fois chacun essaie de pas rater une opportunité, mais des fois c'est perdu d'avance.
Mais je crois que c'est un vrai besoin, j'imagine, de la part des artistes. Et je m'en rends compte. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'ai démarré avec un artiste, qui est très connu dans la culture urbaine, qui est l'artiste Dadju, j'ai maintenant des artistes qui viennent à moi en fait. Oui. Parce que ce métier n'existe pas à l'origine dans la musique. Bah c'est ça. Voilà. C'est rare. Et dans le cinéma, il existe, mais il y en a très très peu. Et c'est vrai que je travaille maintenant beaucoup main dans la main avec les producteurs des maisons de disques et bien sûr les agents artistiques adéquates et bien sûr UBBA, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait on a un travail commun. Bah oui. On a un travail commun. On n'est pas en concurrence. Parce qu'au final, on travaille pour un artiste, en fait. Oui. Et avec la volonté ensemble de le faire progresser. Donc tout le monde, chacun, a un intérêt dedans. D'où la place que j'occupe un petit peu dans ce microcosme, en fait, qui démarre depuis 2 ans, en fait, qui est assez récent. Moi, je trouve ça génial parce que, il y a une vraie demande. Alors après, c'est peut-être un métier en construction qui doit être long à établir, à expliquer, à comprendre pour les artistes aussi, parce qu'ils ne sont pas habitués finalement. Ils ne sont pas habitués, tout à fait. Mais qui est quasi indispensable aujourd'hui, ne serait-ce que par les différentes sollicitations qu'ils peuvent avoir, entre des collabs Instagram, des collabs d'ambassadeurs, d'égéries, enfin il y a pas mal de sujets aujourd'hui sur la table. Oui. Et tu as besoin de quelqu'un comme toi, je pense, donc je pense qu'ils sont très contents et que ça va pas s'arrêter là. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Au contraire, tu vois. Donc ça c'est plutôt chouette. Et qu'est-ce que tu retiens justement par rapport à tout ça, à tes années de luxe, de maison de luxe? Est-ce que tu retiens comment ça t'a... Alors, je veux pas parler dans le passé parce que j'aime le luxe. Dedans, voilà. Je suis toujours dedans et que, en fait, je ne retiens que des très très belles choses, un savoir-faire, une créativité dans lequel on est extraordinaire dans les groupes français et étrangers, puisque j'ai appris aussi, notamment chez Coty, que le luxe a des valeurs culturelles et qu'aujourd'hui la perception au luxe n'est pas la même dans une zone géographique plutôt qu'une autre. Oui. Et d'où aussi ce que je retiens de tout ce parcours et d'avoir été à la fois dans des groupes étrangers et groupes français. Après, je trouve que dans le luxe, il y a la possibilité aussi de réinventer les choses. Oui. Et ça, c'est très très beau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite rester, bien sûr, indirectement dans cet univers, parce que il se passe beaucoup de choses aussi dans d'autres univers qui sont ce qu'on appelle un luxe accessible et qui, pour moi, est très intéressant aussi aujourd'hui, parce qu'on est aussi beaucoup plus parfois dans la diversité, on l'est dans l'inclusif, la génération plus jeune, on va parler des Gen Z. Les Gen, exactement, et sans parler des futurs Y, etc. Ouais. Enfin, on est vraiment... Et le luxe est en train de se réinventer aujourd'hui. Alors, il y a encore des codes sur lesquels il doit progresser, et on en parle d'ailleurs régulièrement, mais il se passe beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que moi, de l'extérieur, de ce que je vois, parce que j'ai jamais été dans une maison de luxe, et je côtoie ces univers indirectement par l'agence, ou de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. C'est vrai que je trouve que c'est des fois un peu conventionnel, c'est-à-dire qu'on a des choses qui marchent, j'imagine, mais il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de relations presse, il y a très peu d'engagement sur le digital ou de vraies histoires digitales, de vrai storytelling digital, tu vois. Et quand j'entendais le groupe LVMH post-Covid qui disait que 25% de leurs investissements, enfin de leur chiffre d'affaires devrait être généré dans les prochaines années par le digital, je me dis qu'il y a un énorme travail à faire quand même. Parce que, alors après, le luxe peut se faire sur le digital, mais on ne peut pas tout faire non plus des fois. Mais en tout cas, il y a beaucoup de besoins de transformation, que ce soit dans le digital, les réseaux sociaux, j'en parle même pas. Tout à fait. Parce que c'est quand même considéré aujourd'hui comme un magazine sur Instagram. Enfin, on est très dans l'image encore. Très peu dans l'interprétation de sa marque par un talent. Qui peut être un artiste, un influenceur, quelqu'un d'assez visible sur les réseaux, et que pour ce coup-là, il y a encore énormément de choses à faire. Et je pense qu'avec tes artistes, ils doivent être très sollicités par des marques de luxe ou des marques... Alors c'est différent. Alors moi je suis totalement d'accord avec toi. Je dirais que ceux qui pour moi ont été et sont les plus précurseurs et le sont encore plus aujourd'hui, c'est les parfums et cosmétiques. Vraiment. Oui. Et ce qui est fou, parce que finalement j'ai démarré ma carrière dans les parfums cosmétiques. J'ai fait la deuxième partie de ma carrière finalement dans la mode, le luxe, les accessoires. Et aujourd'hui, maintenant que je suis du côté talent, personnalité, mes premiers contacts, et ceux tout de suite qui ont vu l'intérêt de travailler avec des personnalités, notamment celles que je représente, comme Dadju ou Fatou Kaba, qui sont issus de la culture urbaine, de la diversité, c'est L'Oréal.
C'est quand même L'Oréal. Et je vois un groupe comme L'Oréal, comme L.A. Coty également, qui a beaucoup changé. Ce sont des groupes qui aujourd'hui ont une culture internationale et marketing qui est très forte. Ouais. Alors après, dans les autres grands groupes, oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de paradoxes. La notion de défilé. Les défilés aujourd'hui, on ne sait jamais sur quels critères quelqu'un est invité ou pas. J'en parlais avec des journalistes qui me disaient qu'elles sont obligées de mendier parfois une place. Des journalistes très importantes, parce qu'ils préféraient avoir d'autres personnes qui avaient été choisies comme ça, enfin bref, sur des critères pas forcément très rationnels en fait. Bien sûr. Et donc je suis d'accord par rapport à ce que tu dis. Alors après, c'est aussi, dans la mode, on a aussi la force du directeur artistique. Oui. Pour avoir travaillé dans des maisons de mode, le directeur artistique contrôle beaucoup aussi l'image, et c'est pas force des équipes internes qui aimeraient faire changer les choses. C'est vrai. Et qui aimeraient. Moi j'ai des souvenirs comme ça, notamment chez Lanvin, et je me souviens l'équipe qui avait vraiment envie de faire bouger les choses et refaire le site. Albert Elbaz, qui est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire, au début il disait non, il voulait pas se voir instagrammer. Après il a complètement changé. Mais c'est vrai que donc Olivier Rousteing a fait beaucoup de bien à la profession. Et puis il y a eu des moments où Céline, moi je me souviens, il y avait interdiction pour les invités de venir avec leur iPhone dans les défilés. Ah oui. Ça avait démarré comme ça à l'époque. Je crois que c'était l'époque de Phoebe, je crois. Il y a aussi les personnalités derrière qui parfois peuvent freiner. Maintenant, c'est vrai que la génération des nouveaux directeurs artistiques, qui sont plus des directeurs de création dans la globalité, sont ultra ouverts. Ils sont digital first. Tu prends Christopher Bailey chez Burberry, c'était quand même incroyable ce qu'il a fait, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une histoire de génération et de maîtrise aussi de ces outils. Parce que peut-être que certains directeurs artistiques, je dirais d'avant, ne maîtrisent pas non plus tout ce qu'on peut y faire. C'est exactement ça. Et n'ont pas cette vision créative ouverte à 100%. La marque Balmain, ils sont très digitaux. Tu vois, il y a une équipe de choc. D'ailleurs, tu vois, ils font un super travail sur le digital. Mais la notion de stratégie, tu as raison. Je trouve que c'est beaucoup de ce que je vais appeler d'opportunisme. C'est-à-dire que j'ai un objet, que ce soit un défilé, des journées presse, ou des journées portes ouvertes. Et du coup, je mets le plus de monde possible dedans. Donc, je vais mettre un peu toutes les populations que je peux côtoyer ou que j'aimerais côtoyer. J'invite des influenceurs, j'invite des gens parce qu'on m'a dit qu'il fallait les inviter. Je peux des fois, effectivement, délaisser la presse qui compte, quand même, parce que c'est quand même encore aujourd'hui la presse qui fait quand même la mode et quand même qui relaie tous ces sujets aujourd'hui. Et des fois, j'en ai porte ouverte, je fais venir plein de gens et puis je verrai ce qu'il en sort, quoi. Donc, je trouve que des fois, c'est vrai que c'est ce manque de stratégie marketing, qui peut manquer au lieu d'empiler des talents ou d'empiler des gens qu'on fait venir par hasard presque. Mais tu sais, je vais te dire un truc, et les gens connaissent un peu mon point de vue, c'est que je pense qu'aussi parfois on laisse les équipes digitales qu'à des très très jeunes. Oui. Alors, ils sont des geeks, ce sont des geeks, et moi je travaille avec des geeks dans mon domaine, mais en fait qui manquent de recul et d'expérience avec des patrons du digital, tu vois, ou des femmes ou hommes, qui ont des années d'expérience et qui comprennent aussi comment on doit se projeter dans un plan à 3, 5, 10 ans. Et c'est là parfois où on va trop vers du jeunisme, et je veux pas faire ma vieille, pas du tout. Non, mais c'est un bon duo, t'as raison. C'est important de travailler avec l'expérience, la vision, et ensuite le côté hype. Avec vraiment tu vois. Et c'est vrai que moi je vois quelques marques que je ne vais pas citer ici, mais qui aujourd'hui, quand tu vois que la direction du digital, des réseaux sociaux ou de l'influence est donnée à quelqu'un qui est dans ses premières expériences professionnelles, c'est souvent le cas, qui est très motivé, des fois très compétent, mais qui a beaucoup d'envie, et ça c'est plutôt chouette, je trouve, d'avoir ça, mais qui des fois est un petit peu seule sur ces sujets, donc fait un peu comme elle veut ou comme elle peut. Et qui, des fois, peuvent se résumer juste en selfie influenceur. Et qui apprend en faisant, en fait. Je vais prendre un influenceur juste pour avoir une photo. Des fois, ça arrive. Il y a des castings qui sont faits un peu en opportunité pour dire tiens, j'aimerais bien une photo avec lui, je vais le mettre sur ma campagne. Comme ça, je le verrai. Ce qui, des fois, est intéressant quand c'est du bon matching, mais qui n'est pas... C'est encore une fois la stratégie. Et on oublie beaucoup que sur les influenceurs et les réseaux sociaux, on doit parler de stratégie d'influence, de stratégie sociale, et pas simplement de faire des vidéos dans tous les sens, de les poster sans savoir pourquoi on les fait. Et c'est des fois ce qu'on oublie et qui, je pense, va sûrement se réguler avec le temps parce qu'elles vont grandir, ces jeunes talents vont grandir, mais il faut d'ailleurs effectivement ce duo de maîtrise de la marque, de maîtrise de la com et du marketing avec des
nouveaux talents, collaborateurs qui viennent du digital ou qui sont nés avec et qui ont d'autres expériences, en tout cas. Absolument. Qui sont complémentaires. Ah oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment un travail de complémentarité, en fait. Alors, tu as cru aux réseaux sociaux et à l'influence depuis notre première collaboration. Depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on était très en avance à l'époque. On l'était, toi, tu me souviens, tu démarrais, tu étais le blogueur influent. Je me rappelle, on avait fait Figaro avec Longchamp parce qu'on faisait les onglets sur Facebook à l'époque. C'était incroyable. C'était en 2008, tu vois. Donc ça, c'était le premier sujet Facebook, parce qu'on n'avait pas les autres réseaux. Tout à fait. Et influenceurs avec des opérations au My Bike, on en a parlé tout à l'heure. Je me souviens, c'est toi-même qui me payais le compte Facebook pour acheter. Parce qu'il y avait pas. On fait l'achat média. Mais tu te souviens, l'achat média. Et on faisait 12 pays, tu vois. On achetait le média au Japon, on était très à Taïwan à l'époque. Ouais, tout à fait. Bon. Et donc, tu as toujours cru, en tout cas, tu as été quand même assez moteur sur ces sujets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours le même engouement par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux influenceurs, ou est-ce que ton point de vue a un peu changé ? Alors non, j'ai l'engouement, oui, bien sûr. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus la manière dont les choses sont parties un peu dans tous les sens. On en a d'ailleurs parlé plusieurs fois, toi et moi, récemment, par rapport à la législation, par rapport à tout ça. Moi, je crois fondamentalement à la notion d'influence, parce qu'en fait, elle existe depuis la nuit des temps. Oui. Ce qu'on appelle des leaders d'opinion. En fait, les gens oublient ça. Il y a toujours eu des leaders d'opinion. Je veux dire, ça existait déjà sous la Renaissance, etc. Des gens qu'on écoute, des gens qu'on suit. Et donc, fondamentalement, aujourd'hui, l'influence est clé. Après, tout est dans la manière dont elle est réfléchie, dont elle est mise en place, et surtout comment elle doit se programmer dans un plan à long terme. Et je crois, hélas, c'est que finalement, les influenceurs se remplacent les uns après les autres. On finit toujours par avoir des jeunes qui se proclament influenceurs du jour au lendemain. Et puis tout d'un coup, ils disparaissent, alors qu'en fait, il faudrait vraiment un travail d'accompagnement. Ouais. Donc ça, c'est là où toi ou moi, chacun dans nos métiers, on intervient. Et c'est vrai que les marques, aujourd'hui, devraient aussi investir sur de l'influence, je dirais, à moyen et long terme, pour qu'un influenceur devienne un talent et que ce talent ait encore plus d'influence. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Donc voilà, oui, bien sûr que je crois à l'influence, si elle est bien gérée, en fait. Tu vois, je pense qu'on est au premier chapitre de l'influence. Oui. Ce que j'ai vécu, moi, en 15 ans, pour travailler avec eux depuis longtemps. Alors, j'ai vécu l'époque blogueur, qui est encore une autre époque. Oui, tout à fait. J'ai vu l'arrivée des plateformes et l'arrivée des influenceurs nés sur des plateformes. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi sur l'influence et ça va se réguler. Donc, je pense que c'est une phase naturelle de l'ascension des réseaux et des influenceurs et qui, aujourd'hui, va faire place à de l'influence un peu plus authentique, responsable, mais sans être chiant, je vais le dire, mais plutôt honnête. Et on va revenir, je pense, à la base de l'influence, qui était sur la passion, sur l'expertise dans certains sujets. Il faut savoir de quoi on parle. C'est exactement ça. Parce qu'on peut pas Je vois pas mal d'influenceurs qui veulent travailler avec des marques de mode, mais qui ne savent même pas faire la différence entre une marque et une autre, et une matière et une autre. Il faut quand même être un peu sensible au projet, tu vois. C'est pas juste d'afficher des noms pour dire j'ai travaillé avec un tel et un tel. Si tu comprends même pas le produit, c'est quand même un peu compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc on va y arriver. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, je crois, c'est que on va avoir un grand ménage sur les agences, les influenceurs. Je trouve ça très bien. Et les marques vont devoir se poser les vraies questions à un moment donné. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas être au cœur de la machine sans se poser des questions. Et ça, c'est plutôt bien. Et voilà, je pense que ça en a encore. Et comme tu le dis, c'est du leader d'opinion digitalisé sur les réseaux, qui sont adaptés à leur plateforme, mais qui font le même job qu'il y a des années et des années. Mais tout à fait, parce que finalement, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont suivis. Ils sont suivis pourquoi ? Parce qu'ils doivent tenir un discours. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je crois beaucoup plus à l'influence de qualité que l'influence de quantité. Et d'ailleurs, on le sait, quand on doit qualifier, et il vaut mieux trouver un porte-parole, un influenceur qui est peut-être que 10 000 followers, mais alors avec un discours, un engagement, une passion en fait, sûr, une passion, avec une vraie passion, parce que c'est quand même ça et qui fait que la marque va se trouver vraiment bien véhiculée. Que quelqu'un sur lequel on va complètement faire un copier-coller, il fait tant de millions et puis on se dit c'est pas mal parce qu'on va être bien vu. Et je pense qu'il n'y a pas que les chiffres à regarder, parce qu'on a beaucoup de marques qui nous pressurisent nous pour avoir des chiffres et des ROI, alors on le fait avec grand plaisir, mais on rajoute nous ce qu'on appelle une ADN, un matchmaking entre la marque et l'influenceur, parce qu'ils ont la même personnalité et c'est compatible. Complètement. Et donc ça il faut le rajouter parce que c'est souvent pas inclus dans les briefs et c'est compliqué des fois de devoir justifier tel talent qui a moins d'impact peut-être ou moins de reach, mais qui est tellement plus dans l'ADN de la marque. Il
faut faire passer ça à des marketeurs. Ce qui est un peu dommage, je crois, côté marque, c'est qu'on est plus dépendant des marketeurs que des communicants. Alors, tu vois, raison. Je trouve que les communicants, moi, je fais la différence, tu vois. Oui, tu fais la différence, c'est intéressant. Le marketeur, je lui sers de l'impression, et le communicant, je vais lui servir de l'image et du contenu. C'est plus dans l'image et la globalité, tu vois. Et c'est vrai que je vois la différence d'interlocuteur qu'on peut avoir, parce que je sais exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent, et des fois, j'essaie de faire passer les deux de l'autre côté, c'est-à-dire le marketeur de lui montrer l'image et le branding, et le communicant de lui dire, on peut quand même aussi faire du ROI, parce qu'il n'y a pas que l'image. C'est vrai. C'est deux populations un peu différentes et que j'essaye de rassembler. Alors des fois, on a la chance d'avoir directeur ou directrice marketing et communication. Voilà, ce qui était mon cas avant, donc ça, on globalisait. Voilà. Mais des fois, ça se spécialise différemment. Mais ça va changer. Je pense qu'on va vers une bonne... Non, je suis persuadé. Et alors, pour revenir à ton métier aujourd'hui, est-ce que tu crois que les artistes, ont remplacé un petit peu ce qu'on appelait avant les supermodèles, ou tu sais, les mannequins stars, quand on reprend un peu les années 90, les années 2000, tout était starifié sur un mannequin. C'est vrai. Souvent. C'est vrai. Alors oui, des fois, on a eu des Kate Moss, des gens qui sont issus d'un autre milieu. Alors Kate Moss, c'est très mannequin pour le coup, pardon. Mais on a créé une collection à l'époque. J'étais Kate Moss pour Longchamp, qui a été un carton, tu vois. Voilà. Et quand je vois même aujourd'hui des comment ils s'appellent, des artistes, des acteurs qui font égérie de Dior, égérie de parfum. Bon, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tes talents sont devenus finalement les nouvelles égéries pour les marques? Oui. Enfin, ou vont le devenir un peu plus. Elles vont le devenir. D'accord. Moi, j'en suis convaincu. Alors après, c'est difficile d'avoir... j'ai des convictions, voilà. Et c'est pour ça que je les défends. Mais je pense en effet qu'aujourd'hui, surtout dans l'évolution du monde actuel, qui est en train de complètement se transformer entre la pop culture, la culture urbaine, toutes ces nouvelles générations, il se passe énormément de choses et qui touchent à tous les arts, en fait, en général. On voit des designers qui savent pas dessiner, mais qui sont tellement incroyablement issus de la musique et de tout ça, comme le cas, on l'a vu chez Vuitton. Avec Pharrell, voilà, exactement. Pharrell, incroyable. Et c'est un super beau choix. Après, c'est un choix peut-être un peu attendu, en fait, dans la lignée de Virgil, mais c'est vrai que c'est logique, en fait. Tout ça est logique. Moi, je vois les personnalités que j'accompagne, notamment Dadju, à l'origine, donc, qui est musicien, chanteur, donc, qui fait partie des plus grands chanteurs en France. On l'a amené, donc, moi en tant que publiciste, à tourner son premier film. Il avait envie, voilà, Ima, qui a très bien marché, et notamment en Afrique. Donc là, on s'ouvre aussi au continent africain, faut pas l'oublier. Donc mon métier est tourné vraiment aussi vers l'ouverture à ce continent et de plus en plus. Et ensuite, dans les rendez-vous que j'ai eus, il est devenu ambassadeur égérie pour Manexpert L'Oréal Paris. C'est le premier chanteur issu de la musique rap. Avant, au-delà des sportifs, etc. Et c'est là où je vous parle de L'Oréal, parce qu'ils ont vraiment fait un choix, et ils reconduisent d'ailleurs son image. Je suis très fier, en fait. Parce que qui eût dit... Et on a lancé sa marque de prêt-à-porter aussi. Bon, voilà, c'est pas le même succès qu'on laisse compter, parce qu'on sait. Mais tout ça, c'est fait en moins de 2 ans. Et comment on construit... Et c'est vrai qu'aujourd'hui... une marque comme Manexpert, représentée par un artiste complet, qui est très connu à l'étranger, donc voilà, peut faire partie justement de ces nouveaux ambassadeurs. Autre exemple, l'actrice comédienne Fatou Kaba, qui était connue comme influenceuse. À l'origine, c'est une influenceuse et qui en même temps faisait beaucoup de scènes. Elle faisait beaucoup de scènes de théâtre, elle vient du classique et tout. Elle a eu envie, elle a été repérée dans une série, donc validée, et ensuite... repérée pour entrer dans une comédie sociale, donc La Brigade, qui est un super succès, donc un très bon film. Elle est donc représentée par Laurent Grégoire, qui est un des plus grands, comme Cécile Felsenberg, je dirais, dans le monde du cinéma. Donc moi, j'accompagne Fatou en images, et aujourd'hui, elle va devenir, en tant qu'actrice, la première ambassadrice digitale pour L'Oréal Paris France. D'accord. Et à côté de ça, elle va également, on va écrire un livre chez Robert Laffont, ça c'est un scoop. Voilà, donc l'éditrice Robert Laffont qui a rencontré Fatou. Voilà comment moi j'accompagne mon talent. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire sur la violence conjugale. Fatou est une comédienne très engagée. C'est aussi pour ça que L'Oréal l'a choisie. D'accord. Voilà. Donc, ce que tu veux dire là, c'est qu'aujourd'hui les artistes ne sont plus des stars de cinéma, des stars de la chanson, mais sont des personnes beaucoup plus, entre guillemets, complètes
qu'on pouvait avoir avant et qu'on va venir jouer sur ces différentes sensibilités, personnalités. Donc on va plutôt mettre en avant, on va plutôt chercher la personnalité et évidemment l'aura et la popularité. Bien sûr. Mais on fait plus attention à ça que ce qu'on pouvait faire à une époque où on avait entre guillemets un porte-manteau qui pouvait mettre un produit ou une égérie qui faisait juste une pub parfum en disant voilà, parce que c'était des modèles. C'est plus engagé, quoi. Voilà, mais là aujourd'hui, c'est des personnalités qui sont engagées. Et on va chercher ça. Et c'est ce qui plaît, j'imagine, à la marque. En tout cas, c'est ce que je vois dans les rapports aux marques que j'ai depuis 2 ans. Et je pense que de plus en plus, on sait avec tous les engagements du monde actuel, moi je pense global, je pense international, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avec la crise, etc., on sait qu'il y a une prise de conscience, notamment, bien sûr, le RSE, mais à côté, moi, je travaille beaucoup aussi sur l'idée de l'inclusif, la diversité. Mes artistes, d'ailleurs, sont issus de la culture urbaine, qui a énormément et qui est en train de transformer les prises de conscience actuelles. Et c'est là où le luxe doit plus l'intégrer aujourd'hui. Pour en revenir à ta question sur un luxe qui parfois reste encore classique. Et c'est pour ça que je te disais que c'est plus les groupes cosmétiques et parfums qui, eux, sont plus modernes, en fait. Moi, c'est mon vécu actuel. Et j'espère qu'il va changer et qu'il va évoluer. Et d'un autre côté, on voit certaines collections qui sont pensées, produites pour cette culture urbaine. Mais dans les axes dans les campagnes de communication ne sont pas urbanisées au maximum. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est fait pour une population ou une cible marketing, je vais caricaturer. C'est tout à fait ça. Mais par contre, dans la distribution de ce produit ou de sa com, on n'a pas forcément fait l'effort jusqu'au bout. Voilà, mais tu sais, je suis un peu radical à nouveau. Moi, j'ai des artistes qui sont des très grands clients de ces marques de luxe. Ils ne sont jamais invités au défilé. Voilà. C'est fou. Et je le dis parce que je l'ai exprimé sur LinkedIn, j'ai aucun problème à le dire. Donc de très très grands groupes de mode, etc. Et ils se disent c'est des très gros clients, donc pourquoi on les inviterait finalement ? Donc c'est là où je me dis il y a un vrai travail à faire. Il y a un lien à faire. Parce qu'on les prend comme des clients, mais peut-être qu'ils sont perçus comme vulgaires quelque part. Et je n'hésite pas à le dire parce que j'en parle avec eux. Mais ils sont très cash. On en parle entre nous. C'est pour ça qu'ils me respectent beaucoup. Et j'ai des conversations avec eux et ils me disent en fait quoi, on n'est pas assez chic pour eux ? Il y a encore un travail à faire. Donc il y a un travail à faire, et ce qui n'est pas du tout le cas des groupes dont je parle. Bien sûr. Donc voilà. Et alors justement, comment tu as été accueilli dans ce milieu ? Parce que c'est quand même un milieu urbain, musique principalement. Et toi, tu viens des maisons de luxe, de la mode, de la communication. Comment t'as été accueilli, ou même toi, comment tu t'es senti Alors au départ c'était très drôle parce que je me souviens, j'ai rencontré Dadju en pleine pandémie. D'accord. Par mes partenaires en fait qui sont des jeunes de la nouvelle génération, des start-upers, Loïs Henry et Joseph Repin qui ont leur agence et qui géraient déjà les premières marques célébrités. Et en fait ils m'ont présenté Dadju parce qu'il travaillait sur le lancement de sa marque de streetwear Username. Et on a eu un coup de cœur. Il y a d'abord eu un vrai Et je pense qu'après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était très curieux. On se regardait parce qu'on venait de 2 mondes opposés. Et en fait, on s'est rendu compte à quel point on était complémentaires. Et donc, moi, j'ai plutôt été accueilli d'une manière avec beaucoup de respect, vraiment, du respect et de l'estime, parce qu'ils se disaient « Oh là là, c'est quand même elle a un sacré parcours, la dame !» Ils sont quand même beaucoup plus jeunes que moi. Alors non, c'est tout à fait. On s'est tutoyé tout de suite. Et puis après, c'est moi aussi qui devais beaucoup comprendre leur code. Il y a un langage qui est pas le même. Je dirais que le côté plus brutal pour moi venait du monde de la musique. Je dirais c'est pas les artistes eux-mêmes, c'est les producteurs qui sont des gens plus bruts, je dirais, parce que c'est leur façon de travailler. C'est un monde que je ne maîtrise pas, et en même temps ils sont costauds. Enfin, je veux dire, ils sont brillants. Enfin, il faut voir. Je veux dire, c'est quand même des sacrés labels. Donc, c'est des équipes qui bossent nuit et jour, qui doivent gérer ils ont des enjeux énormes. Donc, il fallait qu'on comprenne plus un peu nos personnalités et s'acculturer. Voilà, c'est tout. Mais après, ça s'est bien fait. Du coup, l'intégration, c'est bien matché. Oui, parce qu'après, c'est eux qui me recommandaient. Et tu as eu c'était facile de montrer ton métier, parce que pareil, ils étaient organisés par différentes expertises autour de ça, pour leur vendre un petit peu ce Publicis. En fait, je leur ai jamais parlé de mon métier. Je leur ai montré. Ça s'est fait par des faits. C'est une culture qui ne se repose que sur l'empirique.
D'accord. Je veux voir pour croire. Très bien. Donc, et comme c'est vrai que j'ai cette qualité de compréhension humaine, il faut avoir un sens psychologique. Oui. J'ai compris que c'était pas la peine d'arriver avec un CV, des PowerPoint, etc. Et en fait, c'est très bien parce qu'en plus, ça me plaît pas. Ouais. Moi, j'estime que dans la vie, on est respecté parce qu'on fait. T'es passé du PowerPoint voilà, exactement. À l'oral. Et qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton métier? Parce que c'est quand même assez varié, quoi. En fait, j'aime cette variété, justement. J'aime la complexité de mon métier parce que je suis en train de travailler sur de la coproduction au niveau film-série. Parce que les mêmes artistes, maintenant, ils ont tous des projets, ils écrivent leurs scénarios. Oui, donc là, je suis sur un gros projet avec l'artiste Franglish que je t'ai présenté d'ailleurs, qui était ravi que quand tu l'avais invité au défilé, il était super très content. Franglish qui est acteur aussi aujourd'hui, qui est géré par Cécile Felsenberg chez UBBA. Donc et on est en train de travailler donc une grosse série très sympa. Super. Moi, j'adore parce qu'en fait, je n'ai pas le temps de me retourner vers le passé. Oui, c'est ça qui est bien en plus, c'est qu'ils sont tellement multi-casquettes, multi-univers, que tu te dis pas, il veut rester dans la musique, il va faire que de la musique, donc ça va être 3-4 collabs et voilà. Alors que là, on n'arrête pas. D'un sujet à l'autre ou d'un projet à l'autre, tu passes d'un univers à l'autre, en plus de la musique au cinéma, complètement. À des marques, de mode. Et je m'ennuie pas du tout. C'est sûr. Hein. Je ne peux pas. Et en fait, intellectuellement, ça me nourrit constamment. Et ça, c'est génial. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être nourri. J'ai un petit côté hyperactif que tu connais. Je connais bien, et comme toi, d'ailleurs. Et on ne peut pas s'arrêter au passé. On est toujours on se projette, quoi. Et je travaille avec tous ces gens qui eux-mêmes sont dans la prospective de manière empirique. Bien sûr. Et moi, je rationalise derrière un peu. Ouais, c'est ça. Je suis là pour rationaliser, essayer de replanifier un peu. Il y a quand même des calendriers. On sort pas un film en 3 mois. Il faut une petite année, on va dire. Donc t'es un peu là pour les calmer de temps en temps. Voilà. Pour remettre un peu d'ordre dans la chambre et après l'avancer, quoi. Tu vois, par exemple, le patron de Lutèce Music, tu vois, Joss Inston, qui est également le producteur de Franglish, tu vois, Joss que tu as rencontré. Il me disait, tu vois, Marie-Sabine, ce qui est cool, il m'appelle MS en général. Tu vois, c'est logique. Et il me dit, MS, en fait, ce qui est super avec l'équipe, c'est qu'en fait, t'as un petit côté, maternant. Tu les calmes. Je les calme. Et quand il disait maternant, c'était un compliment. Bien sûr. Parce qu'il me dit, dès que tu arrives dans la réunion, ils sont très contents parce que tu les cadres. Tu les calmes et tu les cadres. Et ça, c'est chouette. Ça doit faire du bien parce que c'est vrai que c'est des énergies, c'est des pieds électriques. Enfin, à mon avis, complètement. Et tu vois, c'est un compliment pour moi, très fort. C'est chouette. Donc, du coup, c'est une bonne association quand même. Hein. Ce que j'entends, ça se régule automatiquement. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, alors, on en a parlé, la France a peut-être un petit peu de retard sur ce métier-là. Donc, tu es en train de le mettre en place. Et est-ce que toi, tu as un modèle dans ce métier? Genre, une réussite sur laquelle tu te projettes ou tu fais de ta place toi-même? J'ai l'impression que alors, modèle, peut-être un peu plus les Américains. Oui. Parce qu'on a quand même beau dire, ils sont très forts. Enfin, les relations publiques sont nées aux États-Unis. Oui. Hein, ça, on le sait. Et c'est vrai que moi, j'ai été formé par les Américains en relations publiques. Hein. J'oublierai jamais ces 8 ans chez Coty qui m'ont vraiment donné des méthodes de travail et une vision internationale. Après, ces artistes, quand tu vois la dernière Fashion Week à New York, ils ont ouvert sur la diversité. Il n'y a pas une marque américaine aujourd'hui qui va pas inviter la culture rap, la culture urbaine. Ça passe, c'est normal en fait. Et des très très belles marques. Donc je pense que nous, il y a du retard en effet là-dessus. Il faut rattraper ça. Et je pense qu'on va le faire et j'y crois. Hein, je pense, mais moi, en plus, ça va dans le bon sens. Mais il faut bousculer, en fait. Mais il faut un petit peu bousculer et montrer aussi que c'est pas forcément. Enfin, parce que peut-être qu'il y en a qui s'arrêtent à des images un peu caricaturales. Oui. Et qu'il faut faire rencontrer les gens. Il faut. Tu vois, je pense que comme toi, tu as eu le coup de cœur avec Dadju, que de loin, peut-être, t'imaginais pas comme ça, parce que X images, etc. Je pense que c'est la même chose dans ton métier. Entre l'équipe de L'Oréal et Dadju, comme avec Fatou, ils sont que des rencontres, en fait. Que des rencontres. Ils ont dit, mais quelle personnalité. Tu vois, et je vois, toi, c'est la même chose. Ah oui, on fait différemment. Toi, tu m'as appris, finalement, aussi mon métier à l'époque. Moi, tu m'as beaucoup appris. Et je me souviens, quand tu me présentais les premiers influenceurs et tout, je me souviens, on avait fait un déjeuner, tu te souviens, sur la nouvelle campagne, je me souviens de Longchamp, et je comprenais que ce public avait un autre langage. Et moi-même, j'apprenais à me restructurer, en fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est la même chose. Et ce qu'on fait, nous, avec nos talents, les tiens et les miens, et les marques et nos clients, c'est la même chose. Et on est des facilitateurs, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je m'appelle des fois le matchmaker entre les marques et les personnalités. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu lis une plateforme de marque, il y a des valeurs. Et quand tu connais les gens, les influenceurs ou les artistes, tu sais qu'ils ont des valeurs.
Et moi, mon sujet, mon vrai métier, finalement, c'est de mettre en relation les valeurs communes. Et de se dire, du coup, il y a un matchmaking qui se fait et c'est évident. Complètement. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier que je défends, mais qui est difficile à défendre de plus en plus parce qu'on va vite, mais c'est ce qu'on doit défendre. Et de côté, parce que c'est ça qui fait les vraies belles collaborations aussi, les vraies belles relations entre marques et égérie ou ambassadeurs, parce que c'est ça qui dure, tu vois. Mais c'est-à-dire que toi et moi, on vend de la pérennité. Quand j'aime pas le mot vendre, mais c'est ça là-dessus. Bien sûr. Et je dirais qu'il faut faire attention à toutes ces nouvelles personnes ou agences qui arrivent partout, qui n'ont aucune expérience des marques. Bien sûr. Et qui vont vendre en fait du volume. Et là, moi, je me bats. Et qui peuvent abîmer un métier. Et qui peuvent abîmer un métier, ce qui a été le cas de toutes les affaires qu'on voit. Beaucoup qui sont partis à Dubaï, etc. Enfin, j'invente rien. Hein, donc, et ça, là-dessus, je dirais attention, revenez aux fondamentaux. Ouais. Avec cette nouvelle image. Les fondamentaux ne veulent pas dire qu'on les on n'est pas conscient pas du tout. On est au conscient de tout ce qui est là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, les méta, tout ça. Il est clé d'avoir des gens comme toi ou comme moi qui suivent ça depuis très longtemps, qui avons un minimum de vision aussi économique, géopolitique, etc. Que tous des gens qui vont arriver parce que c'est branché d'avoir un méta. Attention. Moi, le métaverse, j'ai connu Second Life à l'époque. Second Life, exactement même chose. Le métaverse d'aujourd'hui. Tout à fait. Moins bien fait parce que la technologie a évolué. Mais il n'y avait pas de demande. Il n'y en avait pas. Personne ne voulait aller sur Second Life. Pourquoi je vais m'inventer une deuxième vie alors que j'en ai déjà une que j'essaie de construire? Et la question du métaverse, c'est beaucoup de marques veulent y aller, mais ils n'ont pas déjà rempli le Web 2.0, si tu veux, avant d'aller dans le 3. Exactement. Tu ne peux pas sauter une étape. Il faut accélérer les étapes. Et éventuellement, tu pourrais sauter l'étape, mais ça veut dire qu'il faut venir déjà avec la compréhension de l'étape d'après. Et ne pas dupliquer l'étape 2 que tu as ratée sur l'étape 3. Tu connais cette phrase « savoir, c'est pouvoir ». Ouais, exactement. C'est Alvin Toffler qui l'avait écrite il y a très longtemps, je me souviens. Et moi, ça fait partie, exactement. Tu sais, il y a des phrases qui guident sa carrière. Et moi, d'ailleurs, mes anciennes équipes disaient toujours « Marie-Sabine, c'est… Alors, d'abord, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Tout le monde se me caricaturait dans les pots de départ avec ça. Et la deuxième, c'est savoir, c'est pouvoir. Mais moi, ça me décrit, en fait. Bah ouais, je suis d'accord. Et c'est bien d'être dans nos métiers qui évoluent vite. En fait, il ne faut pas se faire prendre par la hype, pas se faire prendre par la mode et se poser la question fondamentale de à quoi ça sert, quel objectif et quel est mon intérêt ou l'intérêt de mon client pour y aller. Si tu vois un intérêt, évidemment, il faut y aller. S'il n'y a pas d'intérêt manifeste, attendons. Parce que c'est le vrai sujet aujourd'hui. Et moi, j'ai plein de marques que je dis aussi, n'allez pas sur les influenceurs. Vous n'en avez pas besoin. Tu joues ton rôle. Il y a beaucoup de marques qui n'ont pas besoin. Beaucoup de marques, même dans B2B, tu vois, c'est difficile. N'essayez pas de cocher des cases pour dire j'y suis. Absolument. Attendez. Et puis, je dis même à des clients ou des anciens clients maintenant, vous n'êtes pas prêts. Donc, j'arrête de collaborer avec vous parce que vous n'êtes pas prêts pour aller jusqu'à ce qu'il faudrait faire pour travailler l'influence correctement. Vous en êtes à des schémas publicitaires, pour la plupart, collés sur de l'influence, ce qui ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pas grave. Apprenez, sachez, pour ensuite savoir, pouvoir. C'est pouvoir, c'est ça. Tout à fait, la maîtrise. Et ça marche dans ce sens-là, parce que c'est très important. La connaissance, la culture, pour pouvoir justement être avant-garde, être précurseur. Quoi. Et comment tu vois aujourd'hui les réseaux sociaux pour tes talents? Parce que évidemment, Dadju est très connu, il a un art, il est connu du grand public. Oui, complètement. Est-ce que les marques te demandent beaucoup en contribution sur les réseaux sociaux, j'imagine? Ils le demandent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première... C'est un média, en fait, on le sait. Bien sûr. Pour une personnalité, c'est son média. Après, moi, je crois beaucoup, évidemment, aux réseaux sociaux, mais avec la nécessité de mettre une stratégie entre Instagram, entre Twitter, entre LinkedIn, entre TikTok, et on va pas mettre les mêmes messages et les mêmes personnes partout. Et le problème, c'est que parfois, on a l'impression qu'un influenceur ou une personnalité doit être partout, alors qu'en fait, justement, c'est là où nous, nos métiers de conseil, au niveau des maisons et au niveau des talents ou des influenceurs, on doit arriver à bien gérer. On sait que TikTok est clé aujourd'hui, mais
toutes les personnalités n'ont pas cette facilité ou capacité d'être un TikToker. Ouais. On est vraiment... Instagram peut être beaucoup plus... on sait qu'on est dans de l'image, donc on peut peut-être mettre quelqu'un qui sera plus dans la mode, etc. Ouais. Donc je pense que c'est à nous de gérer ça. Les réseaux sociaux, ils doivent être contrôlés de toute façon. Ils doivent être maîtrisés. Voilà. Peut-être le mot contrôle est trop... mais ils doivent être maîtrisés. Mais j'y crois, bien sûr. Enfin, ne pas croire aux réseaux sociaux, c'est... Après, tu vois, moi, j'avais fait une incursion dans le monde artistique du cinéma. Oui. Avec une agent que je ne vais pas citer, mais qui est très, très connue dans le marché. D'accord. Parce que je lui disais, tu as un risque de dérapage de tes actrices, acteurs que tu gères. Alors ça, oui. Qui peuvent, tu vois, avoir des contrats X millions d'euros avec des grandes marques sur de la presse, sur de la télé, et qui pourraient faire une sortie de route sur les réseaux sans que toi-même tu le saches et te faire perdre ce contrat. C'est une excellente remarque. Eh bien, j'ai eu une réponse de principe qui est « ce n'est pas mon métier et moi, je vais gérer leur carrière artistique ». Et des fois, tu vois, je vois qu'ils n'ont pas compris que la personnalité est multiple, le talent est multiple. Et que ce qu'il fait sur Instagram, sur TikTok... C'est là où j'interviens. Voilà. Et ça, c'est encore des réflexes. Et ils ont les plus grands acteurs, actrices de la place de Paris. Et tu peux dire c'est dangereux, parce que de ne pas vouloir ouvrir la discussion ou aller plus loin, et en se disant, moi, j'ai un métier, je peux comprendre. On ne peut pas mélanger les métiers, mais d'accompagner ces gens-là pour justement éviter les sorties de route, qui peuvent arriver de façon naturelle, parce qu'ils sont aussi des fois très jeunes et ils n'ont pas la conscience totale de ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux, tu vois. Ben là, j'ai été un peu refroidi. Et donc, je suis content que tu sois arrivé dans le métier parce que je me dis... Mais tu comprends pourquoi il y a des besoins. Ben oui. Et tu vois, parce que ce que tu dis contribue à se dire, je suis là pour ça, justement, et pour pouvoir essayer de les accompagner dans ce qu'ils vont poster. Et aussi d'expliquer quand il y a un contrat avec une marque, il n'est pas question d'aller poster tous les jours des posts sur des produits, etc. Parce qu'on va à l'encontre de la carrière artistique de l'artiste. Et où, alors là, poster des produits concurrents. Après, alors là, voilà. Et alors, ils t'écoutent là-dessus, sur justement leur gestion un peu de leurs réseaux sociaux Alors, ils commencent. Ils commencent, c'est pas facile, j'imagine. C'est pas facile, je dois dire, parce qu'ils sont eux-mêmes issus des réseaux sociaux. Bah oui. Donc, ils ont une par culture leur génération. Là-dessus. Ouais. Mais maintenant, je le vois, il y a eu parfois des tout petits... il faut qu'il y ait une mini-crise pour que d'un coup, ils m'écoutent. Oui. Tu vois, moi je dis toujours, on a un rôle aussi de maîtrise de la crise ou gestion de crise. Et mon rôle, il est très important là-dessus aussi. Tu vois, il est très important pour pouvoir tout de suite à dire, tu vois, je t'avais dit, fais attention à ton Insta, ne pas trop exposer ce genre de situation, etc. Et là, boum, il y a un couac. Il y a eu des commentaires, etc. Et ils me disent, en fait, oui, tu as eu raison. Et en faisant ça, c'est voir pour croire, ils commencent à m'écouter. Et c'est un travail d'accompagnement. Ouais, parce que ça, c'est long. Enfin, des fois, c'est long. Tu peux avoir affaire à des personnalités qui veulent pas du tout qu'on s'initie. Et comme les marques, moi, je leur dis, quand je rencontre des marques pour pouvoir parler de mes artistes, je leur dis, ne commencez pas, moi, il y a un plan demandant un post par jour, etc. Non, ça marchera pas. Ça n'ira pas ni pour vous, ça va décrédibiliser l'association, et l'artiste ne voudra pas. Il va pas signer un contrat où on lui fait faire 10 000 trucs. Ça reste un artiste avant tout, et donc tu as besoin de garder cette fibre. Mais tu vois, Dadju, quand elle a eu ce premier rendez-vous avec le patron de Jamel de L'Oréal Paris, à l'époque pour Man Expert, Jamel lui posait la question en disant, mais vous utilisez des produits cosmétiques ? Il lui a dit, non, pas du tout. Non, mais c'était génial cette discussion. Moi, je savais, et j'avais dit à Dadju, surtout ne dis jamais ça. Ben oui, mais moi je l'avais dit, il l'a dit. Et en fait, ils ont kiffé grâce à ça. Il y a eu un fou rire. Et Jamel lui a montré tous les produits. Et là, tout d'un coup, Dadju a commencé à essayer une crème et tout. Il a dit c'est génial. Il lui a dit ah oui c'est un défatigant. Oh ben ça peut être génial pour mes concerts. Donc d'un truc, il m'avait pas écouté. Et finalement en partant, je lui dis ok. Finalement il a remporté le truc. Mais c'est parce qu'il avait quelqu'un en face de lui qui est entré dans son univers. Voilà. Après tous les patrons ou les patronnes de marque sont pas forcément dans cette compréhension. C'est sûr. Il faut quand même un peu modérer tout ça. Comment tu vois ton métier évoluer du coup ? Parce que tu vois, tu touches à beaucoup de sujets, donc les réseaux sociaux, toutes ces collaborations. Il va se renforcer. Oui. Moi, j'ai vraiment, moi, je crois qu'aujourd'hui, je vois déjà mon métier, je commence à être presque débordé.
Parce que je commence à, on me demande même de gérer un label entier. Maintenant, le label de Frank Dich, c'est tout Lutèce Musique maintenant. Donc, il me demande du corporate, c'est nouveau. Un patron d'un label musical qui me demande de le conseiller. Comme un patron de la tech, en fait. Et ça, c'est tout nouveau. Donc, je crois que déjà, il va se renforcer, parce que, il y a tout un univers qui a besoin de nous, de nos métiers, justement. Au niveau des marques, je pense qu'ils ont de plus en plus besoin d'avoir des personnes qui vont les comprendre et arriver avec ces vraies plateformes, je veux dire, ensemble, qu'on peut faire. Après, évidemment, à l'international, moi, déjà, mes artistes, l'idée, c'est de les développer à l'international. Déjà, en Afrique, qui est un continent clé aujourd'hui. Donc là, on est déjà en train de se développer, de voir tout ce qui peut se faire entre l'Afrique en général, et bien sûr les États-Unis, déjà. Donc, pour moi, il y a un boulevard, quoi. Moi, je crois que justement... je pense que c'est un vrai métier d'avenir. Oui, tout à fait. Donc, dans 5 ans... Je pense que... MS Compagnie. Tu vois, le droit à la retraite, c'est pas pour moi, là. C'est pas pour toi, là. Tu penses pas encore, on est d'accord. Je crois qu'on est le dernier à les militer. Ça va pas, non. Est-ce que tu crois que les artistes sont le futur des influenceurs ? C'est-à-dire qu'on parle des influenceurs nés sur les plateformes. Est-ce que tu crois que finalement, les artistes cumulent les qualités qu'il faudrait que les influenceurs aient ? Alors, tu sais, je me suis souvent posé cette question. C'est difficile de répondre de manière... En fait, j'ai envie de te dire, tout dépend des influenceurs. Parce qu'il y a des influenceurs, comme tu dis toi-même, ils font du contenu. Donc, ils sont des artistes à part entière. Il y en a qui sont très, très doués. Il y en a qui sont extraordinaires. Je prends Léna, tu vois, Léna Situation. Qui pour moi coche toutes les cases parce qu'elle est multicasquette, elle fait ses contenus et c'est assez rare d'en avoir des comme ça, mais il y en a quand même pas mal qui émergent aussi, mais qui pour moi se transforment en artistes. Se transforment en artistes et c'est eux qui devraient, pour moi, dans l'influence, être un vrai modèle en fait. Bien sûr. Après, au niveau des artistes, il y a des artistes qui bien sûr ont une influence énorme et ça j'adore moi. Moi, ceux avec qui je travaille, ils ont des millions de gens qui les suivent. Il y a vraiment une communauté, mais une communauté qui doit aussi s'ouvrir parce qu'ils sont multitask aujourd'hui. Donc la communauté de Dadju dans la musique, elle est en train de s'ouvrir parce qu'il y a du prêt-à-porter, parce qu'il a fait un film, que maintenant il y a les cosmétiques, donc tout d'un coup on est en train de recruter quoi. Fatou Kaba, influenceuse, aujourd'hui actrice, elle va maintenant être égérie France pour L'Oréal Paris, forcément, et il y a le livre dont on va parler, etc. Elle va être suivie par une autre communauté qui sont pas que des gens qui mettent le côté humoristique de son influence à la base, qu'elle garde. Mais aujourd'hui, on est en train de créer une personnalité, quoi. Donc en fait, je pense que tout va se croiser et finalement, on va parler de talent. C'est du talent. Au final, c'est des talents. Et on va un peu mélanger les bons influenceurs, les bons artistes qui vont faire... Mais complètement. Et je crois que le travail, c'est de travailler main dans la main ensemble. Et je pense qu'il y a aucune... Moi, c'est pour ça que je dis mon métier, c'est d'être publiciste. Et moi, je travaille avec des personnes comme toi ou d'autres qui gèrent des influenceurs, mais des influenceurs qui ont du talent. Bien sûr. Parce qu'il y a un respect entre nous. Oui, comme il y a des artistes qui n'ont pas de talent et il y a des artistes qui n'ont aucun talent, quoi. Vraiment. Très bien. Bon. Tu dois revenir un jour dans le luxe. Parce que tu as quand même fait beaucoup de carrière. Parce que maintenant que tu as mis un pied dans la culture urbaine et dans ce métier, est-ce que tu pourrais retourner en arrière ou... Non. Pas trop. Non, parce qu'en fait, j'aime travailler avec ma distance, avec des gens du luxe. Tu vois ? T'aimes rester dans le milieu, mais pas forcément de l'autre côté du bureau. J'ai envie de progresser. Et je continue de progresser. Chaque jour, j'apprends, quoi. C'est là où on prend plaisir dans notre job, quoi. Qui eût cru il y a quelques mois que j'allais commencer à travailler sur des scénarios de séries noires. C'est fou. Et que j'ai tout d'un coup regardé. J'adore sur Arte, j'ai regardé cette série Le Monde de demain, justement. Sur NTM, le street art commençait à arriver. C'est sur Arte, quand même. C'est extraordinaire de voir ça. Et finalement, moi, tu vois, quand j'étais dans le luxe, mais tu crois que je regardais ce genre de série ? Non. Et aujourd'hui, je fais les avant-premières de L'Or Noir avec. Non, mais et j'adore. Donc non, j'ai pas envie de revenir en arrière, tu vois. J'étais sûr de la réponse, mais je me devais de la poser parce que t'as quand même beaucoup de carrière dans ce milieu et tu peux avoir des fois une envie de revenir, mais je suis très clair. On passe maintenant à une partie de questions d'association d'idées. Alors, je te dis un mot, tu m'en donnes un autre ou une phrase parce que ça n'arrive jamais. Si je te dis mode. Fashion. Longchamp. Savoir-vivre et savoir-faire. International. Le monde entier. Influenceur. Talent. Dadju. Talent. Artiste. Immense. Ouais. Bon voilà, tu vois, c'était très bien. On a fait
Un mot. C'est parfait. On arrive aussi sur la fin de notre entretien. Donc aujourd'hui, tu peux nous parler de tes prochains projets ou de tes talents qui vont arriver? Alors... Tu peux nous dire, attention. Ce que je peux dire, alors d'une part, on va parler de Franglish. Franglish qui est vraiment issu du hip-hop et de la danse. Aujourd'hui, donc, il est acteur puisqu'il est représenté chez UBBA et on travaille sur son premier film. D'accord. Donc sous forme de série avec un scénario sur lequel il sera en coproducteur et qui avance. Donc voilà. Coproducteur et acteur. Voilà, donc très très gros projet. Donc ça, je suis voilà. Donc voilà C'est quoi le timing et son prochain concert, c'est Arena en 2024. D'accord. Il a rempli le Zénith. Donc là, il est vraiment en train de exploser côté musique et qui commence en cinéma. Oui, tout à fait. Donc ça, on l'est sur un timing de fin 2023, 2024. Donc sur un an, il va se passer beaucoup de choses. Voilà. Après, Fatou Kaba. Fatou aujourd'hui qui est en train de tourner 3 films. Ah oui. Donc il va y avoir une sacrée année. Elle est sur 3 films de 3 fictions de cinéma. Elle a elle-même son propre projet. Elle a un scénario extraordinaire qui touche autour de la femme, justement. Elle est très impliquée sur la violence conjugale, ce qui va être l'origine d'un livre aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très en off, mais en tout cas... qui est un projet en cours. Qui m'approche beaucoup et qui démarre là, le mois prochain, qui va être ambassadrice digitale, justement, pour l'Oréal Paris France. Donc avec un très joli programme et elle sera bien sûr invitée au Festival de Cannes en mai prochain en tant qu'actrice. Donc... Tu t'ennuies pas, dis-moi. J'ai pas le temps. Enfin, tes artistes non plus. Voilà. Super. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune artiste qui débute? Par où il devrait commencer ou un conseil? Qu'il soit très bien entouré et très bien accompagné. Là, je crois. La platitude, ça serait dire, bien sûr, qu'il travaille, qu'il croit en lui. Je dirais, tout le monde dirait ça. Il faut croire en toi, en tes projets, tes ambitions. Ça, c'est normal. Mais je dirais qu'il soit tout de suite très bien accompagné. Ouais, ça peut faire la différence. Quand même. Ça peut vraiment faire la différence, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu as vu le documentaire de Clara Luciani que j'ai trouvé remarquable. Encore, voilà, je l'ai regardé hier soir, tu vois, comme il vient de sortir. Et il est vraiment, je me suis dit, elle est très jeune, avoir déjà un documentaire. Il est bourré d'émotions. Et en fait, on voit au moment elle a démarré sa carrière en solo, c'est parce qu'elle a vraiment fait une rencontre avec un auteur-compositeur et qu'elle met en avant, qui est tout le temps avec elle. Et là, et puis bien sûr la rencontre avec ses 2 managers, producteurs musicaux qui ont cru en elle. Mais ça s'est fait en 2 ans là. Ouais, c'est une histoire d'humain et d'accompagnement. Et elle le dit, elle a rencontré les bonnes personnes. Et je pense que ça, c'est la clé. C'est là où nous, on a vraiment un métier, quoi. Clair. Il faut vraiment se faire bien accompagner. Super. Une série que tu emmènerais sur une île déserte ou un livre, tu peux... Ce qui t'arrange. Alors la série où tu vas mourir de rire, mais moi j'ai 2 séries cultes, Mad Men et Game of Thrones. Alors je suis pas rentré dans la deuxième, tu vois. Alors, autant Mad Men j'ai dévoré, mais l'autre non. Game of Thrones j'ai adoré. Mais c'est tellement je suis dans les oppositions. Ouais, c'est ça. Et ça fait partie de ma personnalité. Ouais, je vois ça. Je suis complètement, tu vois, voilà. Ouais, super. Écoute, dernière question. On va devoir mettre fin à notre entretien très sympathique comme d'habitude, mais est-ce que tu aurais du coup une personne à me conseiller pour venir au micro du podcast en qui tu crois ou que tu penses être intéressant pour nos auditeurs? Fatou Kaba. Fatou Kaba. C'est le temps, parce que là, de ce que j'entends, elle est très très occupée, mais... Fatou Kaba. Ouais. C'est un porte-parole. Ouais. Moi, je dévore. On passe des heures au téléphone. Là, on a discuté 2 heures. On est jusqu'à 1h du matin avant-hier. Parce qu'on parlait de tout ce qui se passait dans le monde, les grèves, les manifestations, la violence. Mais elle est tellement passionnante. Ça. Et elle a vraiment, et c'est une jeune femme qui a même pas 28 ans. Très jeune. Donc moi, je pense que c'est intéressant. Avec grand plaisir. Moi, je te recommanderais. Et comme tu m'en parles très souvent et que je ne la connais pas, je regarde ce qu'elle fait. Et elle le fera avec... Alors, c'est sûr que c'est un profil différent par rapport à tes interlocuteurs. Non, on ouvre un peu, tu vois. On ouvre un petit peu aussi quand même sur des artistes et des gens qui ont des choses intéressantes. Qui fait son propre business, quoi. Super. Et qui a une vision aussi du marketing, tu vois. Oui, c'est pas donné non plus. C'est intéressant. Écoute, rendez-vous pris. On a nos auditeurs qui sont témoins. Donc on cale une date dès qu'elle pourra. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On le fera vraiment. Écoute, merci beaucoup Marie-Sabine. MS, pardon. Cyril, merci Cyril. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. Et encore, c'est toujours un plaisir. Voilà. Merci à toi. Merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. À bientôt.